L'ADN de Patricia, épisode 9. Le numérique, une denrée vitale. Comme je l'ai dit dans l'épisode 1, nous avons la chance au XXIe siècle de connaître la puissance du numérique, et pourtant notre humanité est restée bêtement binaire. Mais cette puissance est en passe de devenir la deuxième puissance du monde après l'argent. Bientôt en effet le numérique, qui commence à gérer nos vies, va progressivement s'immiscer dans notre liberté individuelle d'action et notre mode de vie particulier. Ce ne sera bientôt plus l'argent qui sera notre principale source d'inégalité sociale, mais le numérique. Le phénomène est déjà en marche, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, puisque déjà dans les rues, les gens marchent la tête baissée, les yeux rivés sur leur portable pour chasser des Pokémon ou lire leurs SMS. Sans citer de nom, j'ai pu constater de mes propres yeux que les prix des derniers smartphones ont atteint des valeurs astronomiques et pourtant cela n'en empêche pas la vente. Il y a donc là un rapport entre l'être humain et le numérique qui s'apparente à celui entre l'être humain et l'argent. Personne ne peut nier que le numérique est devenu un besoin vital pour l'être humain, parce que l'humanité considère que le numérique est son avenir. Comme je le disais à propos de l'or, le numérique devient une valeur sûre. Seulement voilà, seuls quelques êtres humains sur la Terre possèdent suffisamment d'argent pour s'acheter le smartphone adéquat afin de rester connectés avec la réalité qui devient de plus en plus augmentée, comme son prix d'ailleurs, qui prendra des proportions invraisemblables. C'est indiscutable, et si nous ne décrétons pas que le numérique doit être considéré comme une denrée vitale, alors l'être humain sera confronté à une deuxième addiction qui viendra s'ajouter à sa dépendance à l'argent. Quand l'être humain sera ruiné et asservi à la technologie numérique, il ne fera plus attention ni à lui ni aux autres et deviendra encore plus seul qu'il ne l'est aujourd'hui, enfermé dans sa bulle virtuelle. L'isolement à cause des plateformes numériques. Aujourd'hui, rien n'est plus facile que de communiquer. Nous disposons du téléphone, du courrier et maintenant de l'Internet. Pourtant, chacun est de plus en plus isolé, c'est paradoxal. Mais la notion d'individu n'existe plus au sens propre, car l'individu n'est plus seul au regard de la société. L'individualisme, par exemple, étant vu d'un mauvais œil, chacun d'entre nous ayant un minimum de valeur morale, essaie de conserver une certaine modestie. Mais contre son ego, chacun est placé dans des catégories qui répondent à des critères bien précis. Personne ne peut plus dire « Oui, mais moi, ce n'est pas pareil, parce que je suis unique ». En réalité, le nombre d'individus ayant des propriétés sociétales communes étant de plus en plus grand, la société ne peut plus répondre individuellement à chacun. De ce fait, elle invente des outils de communication permettant de gérer un grand nombre d'individus d'une même catégorie afin de simplifier son travail pour des questions de rentabilité, de performance, de compétitivité ou autres noms communs relatifs au monde de l'entreprise. Nous sommes alors contraints d'accepter de se placer dans telle ou telle catégorie, sinon rien. L'État, comme la société, ne reconnaît plus son citoyen comme tel, mais en tant que client d'un certain nombre de services qui lui sont offerts. Par extension, elle ne reconnaît plus que des catégories de clients. Le paradoxe s'installe doucement et furtivement, car plus il y a de clients, plus le citoyen est isolé dans la masse. Les relations entre le citoyen et la société se fondent progressivement sur les bases d'une communication portuaire, dans laquelle
chacun est baladé d'une plateforme à une autre. L'ère des plateformes informatiques est née. Les plateformes se multiplient, isolant de plus en plus d'individus noyés dans le nombre. Le contact humain devient rare. Les numéros d'appel téléphoniques spéciaux deviennent les seuls moyens d'entrer en communication avec la société. De plus, ils sont payants de plus en plus. Cependant, ils sont maintenant la plupart du temps saturés parce que leur capacité est limitée. Heureux celui qui réussit à passer par ce goulot d'étranglement de la voie de communication. Vous l'avez compris, nous ne sommes plus qu'un bit emporté dans le flux des gigabits transmis. Ce parallélisme initial entre la notion de citoyen et celle de client étant entendu, plus personne ne fait de différence. Il en sera de même entre société et entreprise, puis entre individu et bit. La tendance étant de considérer le service public comme une entreprise qui doit être compétitive, performante et maintenant rentable. Ce qui est paradoxalement contraire à la notion de service public pur et dur. L'État est en train de prendre la forme d'une plateforme où le chef de l'État n'est pas au bout du fil, ni au bout de Twitter, ni sur sa page Facebook, ni même ailleurs, sauf dans sa bulle. Et Gaston, y a le téléphone qui sonne, mais y a jamais personne qui y répond. Une fois ce premier passage franchi, rien n'est gagné, si ce n'est que la société reconnaît avoir été contactée. Si après ce premier contact tout se passe bien, le client sera servi. Il remerciera la société qui lui répondra « Ce n'est rien, comme on dit dans l'entreprise, le client est roi ». Mais si par malheur quelque chose ne se passe pas comme il faudrait, alors le client redevient bouffon. Les bouffons de citoyens. Bouffon, adjectif masculin. Amusant, prêtant à rire. Mot courant dans le langage familier qui caractérise, de mon point de vue, l'état d'un individu qui a la sensation de se faire arnaquer. Il s'engage alors le plus long des parcours de communication entre le client et la société qui amorce un coup d'État en prenant le statut de roi, déléguant à ses sous-fifres d'autres bouffons d'une autre société, comme le client, la lourde tâche de régler la situation. En effet, à chaque fois que le client s'adresse à une plateforme, par définition, ou bien il retombe sur le robot d'accueil, ou bien il tombe sur un autre individu de la société à qui il doit réexpliquer son cas. Il est ramené généralement au point de départ de la situation dans laquelle il se trouve. Le plus difficile à vivre pour le bouffon est quand il est mis en relation avec le robot, car ce dernier lui propose de faire un choix ne correspondant pas forcément à sa demande initiale. Il se trouve donc manipulé par la plateforme avec une impuissance telle que généralement il n'a d'autre solution que de se résigner et de raccrocher son téléphone. C'est ce que j'appelle une prise d'otage. Il lui reste le courrier. Les trois aboutissements possibles de la communication. Le premier consiste pour le client d'accepter la réponse apportée par la société sans avoir résolu son problème. C'est la résignation, l'impuissance, la solitude. Le deuxième consiste à ne pas accepter la réponse et demander une réponse plus en amont dans la hiérarchie de la société, ce qui est quasiment impossible, aucune plateforme n'étant équipée de cette fonction. C'est l'impasse communicative. Le troisième, le courrier, aboutissement, qui est la plupart du temps conseillé par la société, qui commence souvent un mutisme défensif. Oui, car un simple courrier qui ne coûte qu'un timbre n'a aucune chance d'obtenir une réponse. Il faut nécessairement au minimum passer par la lettre recommandée avec accusé-réception. Là commence un processus coûteux qui peut devenir très vite gênant dans la vie quotidienne du client.
Dans les trois cas, je suppose que le client est en possession du moyen de communication adéquat ou tout du moins capable d'y accéder physiquement, intellectuellement et pécuniairement. On vous proposera de pallier cette épreuve en adhérant à une protection juridique qui, sans nul doute, sera à la hauteur du montant de la cotisation. Bien entendu, avec le fameux délai de carence qui fait regretter de ne pas en avoir pris une avant, dilemme financier. C'est là que le bât blesse. Cette charge ne peut ne pas être supportée facilement par le citoyen. L'isolement est alors encore plus profond. La société ne tient pas compte de cela. Elle isole de plus en plus les plus démunis vis-à-vis de la communication moderne. Elle ne se préoccupe pas de savoir si tous les citoyens sont capables de suivre le mouvement. Elle est de plus en plus intransigeante et se cache derrière les outils qu'elle dit mettre à la disposition des clients en se donnant bonne conscience. Le problème est que ces outils sont créés par des savants, en l'occurrence informaticiens, qui ne tiennent pas compte du facteur humain parce que ce n'est pas dans leur mission. Toutes les plateformes sont soi-disant optimalisées pour aller vite et faciliter le travail des employés de la société, mais pas pour répondre aux questions humaines. De plus, les employés sont formés à l'utilisation des plateformes, mais pas forcément pour répondre aux questions qui sont réservées aux spécialistes. L'intelligence artificielle pour remplacer le cerveau humain. La technologie numérique moderne étant très complexe, aucun technicien au sens propre du mot n'est capable de maîtriser les moyens de communication, aussi bien du point de vue du concepteur que du point de vue de l'utilisateur. Les plateformes répondent à l'objectif inavouable de réduction de la masse salariale et des coûts de fonctionnement. Aucune ne tient compte du facteur humain. Le facteur humain est une contrainte rendant impossible la résolution du cahier des charges de la plateforme. Une communication ne peut être gérée par un robot car un robot dispose d'une très grande mémoire, certes, mais pas encore suffisante pour résoudre ou prendre en charge un problème humain. Seul un cerveau humain peut tenir compte du facteur humain. Dans l'univers, la technologie, aussi intelligente artificielle soit-elle, ne remplacera jamais le cerveau humain par un robot. Si l'être humain disparaît, aucun robot ne pourra continuer son œuvre. Il est temps de se rendre compte que nous détruisons le peu de pouvoir que possède l'être humain, le langage. Le langage est en effet le seul garant de la compréhension qui elle-même garantit une bonne communication. Rien ne vaut un échange oral, positif ou négatif d'ailleurs, entre individus. Or, je pense qu'une plateforme n'est pas créée pour le dialogue. Une plateforme conduit le client vers l'objectif qui a été fixé par son concepteur, mais sans que celui-ci ne s'en aperçoive. C'est la confiance du client envers la plateforme qui permet à la plateforme d'arriver à ses fins. Dans le cas contraire, c'est le blocage qui immanquablement finira par tomber. Dans les deux cas, si l'objectif n'est pas celui du client, alors l'isolement devient total, car la plateforme ne répond plus. Bip, 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 bip. N'êtes-vous jamais arrivé dans une impasse en suivant les informations de votre GPS? Entre l'information donnée par le GPS et le chemin parcouru par votre véhicule, il n'y a aucune corrélation. Si personne ne dit au GPS que la route est barrée, alors immanquablement, il vous conduira dans cette impasse. Bien sûr, ce n'est pas grave, sauf si à l'endroit du passage prévu, il est créé une faille grosse comme un précipice dans lequel vous risquez de tomber. Tous les robots ne sont pas dangereux, heureusement, mais certains peuvent plonger l'être humain dans une situation qui peut lui échapper et porter atteinte à son caractère et son invective. Les réactions humaines dépendent très fortement du caractère de chaque individu face à une situation de blocage. Face à un humain, le doigt ou l'injure est bien souvent une façon délicate de s'en sortir avec une moindre atteinte de son ego. Mais avec un robot, est-ce que le doigt peut aboutir à ce que le robot se rebiffe? Même pas.
Certains s'en sortent bien, d'autres moins bien, et d'autres très mal. L'individu qui n'est plus capable de contrôler sa situation d'échec est très vulnérable physiquement et moralement. Si la communication est interrompue, alors le silence devient pesant et l'individu entre dans la phase de recherche de la compréhension de son état. Le doute s'installe sur ses capacités à surmonter la difficulté et la logique ne peut plus rien expliquer. C'est alors le début de la recherche du moyen de se sortir de cette situation dans laquelle on l'a plongé malgré lui. Cela peut conduire au suicide. Si nous laissons l'être humain impuissant devant le numérique, alors il deviendra méchant. Après l'illettrisme, nous courons vers l'ilbitrisme. Ce sera l'incompréhension totale entre les êtres humains qui ne pourront même plus se comprendre tant les mots seront incohérents, déformés par le langage SMS. LMAO diront les plus érudits en la matière. Seuls les diplômés S sciences binaires seront les maîtres du monde. Hello, Mr. Community Manager. Hello. Ah, pardon, je croyais que c'était vous. Excusez-moi, vous êtes Social Media Manager. Ah bon, un robot alors? Oui, mais intelligent. Ah oui, une intelligence artificielle. Pas encore, mais ça viendra. Qui êtes-vous alors? Quelqu'un qui vous veut du bien. Faites-moi confiance. CM, SSM. Quoi encore? Un animateur de communauté, dirons-nous. Est-ce cela le communautarisme numérique? Papa, où t'es? Où est ton papa? T'es tout seul? Non, je suis avec mon smartphone. Bon, alors parle-lui, il va te répondre. Va sur Twitter, il y a plein de monde. Tu vas voir. Tu pourras parler au président de la République. Il a aussi une page Facebook si tu veux. Tu pourras lui dire que ça ne va pas, mais que t'assures et que tu aimerais bien finir le mois. Dis-lui aussi que tu aimerais bien toucher de l'ADN de Patricia bientôt. T'as une réponse? Non, pourtant il y a plein de messages comme le mien. Oui, c'est vrai. Les gens tweetent, mais personne ne répond à mon problème. Ils se répondent entre eux avec des j'aime. Mais moi, ils ne m'aiment pas. J'ai l'impression d'être tout seul. Oui, tu es tout seul, mais eux sont nombreux. Ils sont partout et parfois ils se font passer pour un autre. Ils envahissent notre espace public numérique et nous attrapent sur les réseaux sociaux pour nous diriger, nous enfermer ou nous exclure de la société. Ils tombent comme des pubs sur notre mur. Ça ne tâche pas, mais ça fait mouche. Nous sommes attirés par eux, ces robots, ces plateformes, ces numéros spéciaux. Ils sont réels ou virtuels, mais sont à nos yeux et nos oreilles ce que l'on pense être des moyens de communication faciles, modernes et indispensables pour notre évolution sociétale. Mais de vous à moi, sont-ce vraiment des moyens de communication ou plutôt des moyens de contrôle de notre vie? Pouvez-vous vous passer ne serait-ce un instant de votre smartphone, iPhone, Windows Phone, tablette, ordinateur? Non, j'ai un doute. Une nouvelle dépendance est née et il n'y a pas de remède pour nous sevrer. Nous sommes piégés par les professionnels des réseaux sociaux. Merde, moi aussi. Un nouveau Dieu est apparu et nous sommes pratiquants. Si tu ne veux pas passer pour un bolos, alors envoie tes bits à la communauté. The Digital God and His Prophets. Traduisez, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Quand vous commentez en public sur Twitter ou sur Facebook, vous cherchez sans doute à faire connaître votre point de vue, tout d'abord à celui qui poste le texte, la photo ou la vidéo, et en même temps à tout le monde. Vous aimeriez bien que le principal intéressé soit au courant de ce que vous lui adressez. C'est cela la communication, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il en réalité?
C'est à l'animateur de la communauté que vous vous adressez. Et pour vous, malheureusement, c'est un illustre inconnu. C'est comme si vous parliez à votre clavier parce que lui connaît vos empreintes digitales. Il sait qui vous êtes. De même pour lui d'ailleurs, vous n'êtes qu'un internaute parmi des milliers d'autres internautes, donc rien, comme dit notre nouveau président. Finalement, vous allez toucher peut-être une ou deux personnes, et voilà. Croyez-vous avoir touché l'une ou l'autre des deux personnes qui sont sur la photo d'en-tête de l'article de 20 minutes qui montre les deux finalistes des élections présidentielles? Eux ne savent même pas qui vous êtes et s'en moquent totalement. Et pourtant, vous en avez choisi un aux dernières élections. Enfin, peut-être que vous n'avez rien choisi du tout. Allez, commentez. On veut savoir qui va gagner. Allez, dites-moi pour qui tu vas voter. Pour mes stats. Bref, de toute façon, comme te dit le robot 20 bots, si tu veux parler à un humain, écris-nous à contribution@20minutes.fr ou envoie-moi stop. C'est bizarre d'ailleurs de remplacer un humain par nous. Ah, j'ai compris, il y a plusieurs animateurs. C'est normal, il faut bien que les robots se reposent. L'animateur de communauté est ce que j'appellerais le garde du corps numérique de son patron. Il veille sur ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux à propos de l'entreprise ou de la communauté qui le paye. Il anime et alimente en contenu les pages Facebook, Twitter, Google+, etc. pour le compte du dirigeant de la communauté qui n'intervient donc pas personnellement. Il stimule les interactions avec les internautes, mais émule la modération et souvent la censure. Il rédige les contenus en ligne en relation avec les besoins de l'entreprise ou de la communauté. C'est lui qui est en contact avec les blogueurs qui possèdent des intérêts identiques aux activités de la communauté ou non. Il informe lui-même ou relaye les informations. C'est lui l'intermédiaire entre la communauté ou l'entreprise avec les adhérents ou le client. Les consommateurs se servent des réseaux sociaux pour interagir sur les produits marketing. C'est donc lui le catalyseur du bon déroulement de toutes les actions mercantiles ou politiques de la communauté. C'est lui qui décide de l'intérêt de tel ou tel poste pour le bien ou le mal de la communauté. En fait, l'animateur de communauté est une sorte de plateforme humaine, une intelligence réelle qui dirige le mouvement. Il fait des rapports et des statistiques sur les commentaires des internautes, mais ne répond bien souvent pas aux posts, ou alors seulement à ceux qui sont importants pour le bien-être de la communauté ou de l'entreprise. Il élimine les posts indésirables ou les retourne contre leurs émetteurs. C'est avec lui que vous échangez vos commentaires, mais qui dit que le patron est au courant? Autant dire que vous passez inaperçu aux yeux de celui qui dirige le mouvement. Les réseaux sociaux ne servent qu'à cela, alimenter les statistiques, orienter les tendances pour les opérations marketing. Dans le cas de la politique nationale, le Social Media Manager pratique la pub de la hash connection. C'est influencer les électeurs, par exemple, pendant les campagnes électorales. Si vous cherchez à vous faire connaître ou faire passer une idée, vous ne frappez pas à la bonne porte. Les réseaux sociaux ou plateformes numériques isolent les internautes plus qu'ils ne les rassemblent ou les unissent dans la communication. Dites-moi, qui en personne, à part votre ami bien entendu, vous a répondu sur les réseaux sociaux? Alors, posez-vous la question, pourquoi commentais-je sur les réseaux sociaux? Près du digicode. Allô, c'est moi. Qui? Moi, je te dis, ouvre. D'accord. Monnaie locale en Europe, nationale en France. Dans le règne de la punition collective, dans lequel les professionnels du numérique tirent leur épingle du jeu, il y a un nombre de sociétés privées qui tirent avantage de la faiblesse des illettrés, et plus précisément les banques.
C'est certainement le secteur le plus attentif à la modernisation du numérique qui, avec les nombreuses applications inventées pour générer des services payants, bien souvent inutiles, font leur beurre, comme disent ceux qui ont faim. Il suffit de voir ces temps-ci émerger des monnaies locales qui créent des communautés et des marchés parallèles, fragilisent le commerce intérieur de la France et ainsi créent des nouvelles injustices sociales. Il me semble que dans un contexte économique où ce sont les banques qui décident la création des monnaies, les monnaies locales vont amplifier les prises de pouvoir des banquiers dits éthiques. LMAO. Traduction, j'en tombe le cul par terre. En effet, toutes ces monnaies vont permettre le développement de nouvelles banques ou le renforcement de certaines qui, une fois installées, vont commencer à proposer des prêts et des services payants et ainsi aggraver la situation du pouvoir d'achat des citoyens. Sous prétexte de favoriser le commerce local, les consommateurs seront contraints d'adhérer à l'association qui cachera le banquier, qui gérera la monnaie et créera ainsi une sorte de redevance pour faire fonctionner le système. Comme à l'habitude, les gens qui n'ont pas les moyens de suivre le mouvement et qui ne se soumettront pas au prix du marché se trouveront ainsi exclus du système. La monnaie locale est une sorte de prise de pouvoir de l'argent par les logiciels libres qui vont alimenter les produits de la finance. Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est un logiciel libre, je vous explique rapidement. Qu'est-ce qu'un logiciel libre? Vous connaissez Bill Gates, un milliardaire qui a fait fortune grâce à son invention qui a créé Microsoft. Windows, que l'on nomme un OS, un Operating System, seul Microsoft connaît les sources de son OS. Et personne ne peut modifier son OS. Bill Gates a donc construit un monopole qui s'impose au monde entier. Bien, alors pour les logiciels libres, c'est le contraire. Un informaticien crée un OS avec un code informatique généralement connu des informaticiens, des programmeurs et des développeurs. Mais ce qui est bien, c'est que cet OS est modifiable par qui connaît les sources qui sont mises à disposition, bien souvent gratuitement, à voir, aux autres informaticiens. Donc, les savants dans le domaine peuvent s'en donner à cœur joie pour modifier les sources et participer à ces améliorations, si c'est le but. Voyez-vous la différence entre les deux? C'est simple, un bon informaticien peut utiliser Windows et être sûr que ça fonctionne pour ce qu'il a à faire en général. Des tâches d'utilisateur lambda, avec des applications diffusées en grand nombre dans le monde entier et assez faciles d'utilisation et dites portables. Mais dans le cas du logiciel libre, si vous n'êtes pas informaticien, alors l'utilisation de l'OS devient une source de dépendance, donc, de la communauté qui propose le logiciel libre et qui est plus souvent local qu'international. En résumé, Windows a le monopole de son système, mais Windows est international, donc portable. Comme on dit dans le jargon, et quasiment tout le monde est capable d'utiliser Windows. Ce n'est pas forcément le cas d'un logiciel libre qui bien souvent est local. De plus, si un savant trouve une avancée intéressante du logiciel, il se gardera les bénéfices de son travail et les mises à jour risquent d'être des galères intellectuelles aussi bien pour le développeur que pour les utilisateurs qui ne sont pas eux informaticiens. Ce qui peut se terminer par une prise d'otage financière du consommateur par le producteur. N'est-ce pas par exemple ce qu'il se passe aujourd'hui à l'échelle des grands groupes pharmaceutiques d'intérêt privé qui prennent en otage les pauvres êtres humains malades et dont les remèdes publics à ces maladies sont toujours plus chers? Tout le monde ne peut pas tout savoir, n'est-ce pas? Prise de pouvoir des logiciels libres. L'informatique et la numérisation commencent déjà à penser à la dématérialisation de la monnaie locale avant ou alors
même que les billets de ces monnaies ne commencent à circuler dans ces réseaux. À quoi sert donc une monnaie locale si le consommateur qui l'utilise doit payer une adhésion à l'association pour obtenir des billets? C'est payer avec des euros pour avoir une autre monnaie, mais à condition d'adhérer. Aujourd'hui, une unité de monnaie locale vaut une unité d'euros pour attirer le consommateur. Mais une fois que le système sera en place, la valeur augmentera et le consommateur sera pris au piège. En plus, si la monnaie locale est dématérialisée, alors les frais d'édition des billets seront totalement nuls. C'est tout bénéfice pour la banque. L'investissement dans un logiciel libre pour la banque deviendra un très bon placement à court terme. Les communautés vont faire leur apparition et se démultiplier comme des petits pains. Les adhérents et les utilisateurs seront dépendants des gérants de la communauté qui eux-mêmes, s'ils ne sont pas informaticiens ni banquiers, seront de simples clients de leur nouvelle banque. C'est simple à comprendre, il s'agit d'un nouveau moyen d'enrichissement des banques. Petit calcul, si un consommateur veut acheter des billets, alors il doit adhérer, exemple 10 euros. Mais il faut aussi que le vendeur adhère, donc par exemple 20 euros. Si par exemple nous prenons 5 boutiques et 90 consommateurs, alors cela fait 100 euros plus 900 euros égale 1000 euros qui vont à la banque. Et la banque n'a encore rien fait, sauf des inscriptions. On voit bien qu'à une échelle plus grande, le système va prendre de l'ampleur et encore une fois, les banques vont pouvoir spéculer sur l'argent. Sans bénéfice pour le consommateur, et si les vendeurs, comme d'habitude, veulent récupérer leur mise, alors les prix seront augmentés. Le consommateur sera encore marron dans l'histoire. Où se trouve donc l'intérêt dans ce cas de dématérialiser la monnaie si l'être humain ou l'humanité n'en tire pas un avantage? L'Europe est sur le point de faire de la dématérialisation un moyen de combattre les trafics et les tricheries, mais ce sera au détriment du commerce et au profit de la spéculation, donc de la finance. Tout est différent avec l'ADN. D'une part, la monnaie ADN est nationale, donc les injustices locales disparaissent. D'autre part, il n'y a pas d'adhésion puisque tout le monde touche de l'ADN. De plus, la banque ADN ne peut spéculer puisque avec de l'ADN, on ne peut pas acheter de l'or. Le principe des banques est inversé, vous le savez, et par conséquent, le citoyen ne peut pas non plus spéculer son ADN. Mais l'argent de la récompense qu'il aura mérité par sa convergence, oui. Il pourra même être économisé ou réinvesti. Et rappelez-vous, pas d'impôt s'il travaille. Tout le bénéfice est pour l'être humain en convergence avec l'humanité. La banque qui fournit l'ADN n'y perd pas non plus, puisqu'une partie des économies faites par les citoyens, qui se transforment en récompense, revient à la banque qui peut payer les employés qui touchent aussi de l'ADN. C'est la décentralisation, le début du communautarisme. La France amorce une transformation dangereuse en ce sens que les problèmes sociaux qui s'aggravent obligent les gens à créer des communautés. L'État a vu le vent tourner depuis 40 ans, il se désengage de ses responsabilités en transférant certains pouvoirs constitutionnels aux régions. La décentralisation est déjà une forme de communautarisme par le fait que des régions sont dirigées par la droite et d'autres par la gauche. Bien que maintenant les notions de droite et gauche sont reléguées au simple positionnement des députés dans l'hémicycle, puisque la gauche et la droite ont été détruites à cause de leurs dirigeants qui avaient envie de changer de place parce que leur siège était usé. Mais au jeu de la chaise tournante, quelquefois on se fait éliminer et certains se retrouvent chômeurs sans n'avoir rien vu venir. Pour certains,
Ça leur fait drôle de chercher du travail. Ceci dit, avec la nouvelle loi qu'ils ont pondue, ils devraient s'en sortir, enfin, bonne chance. Pas vrai les gars, bienvenue chez les riens, comme dit notre président. Si vous êtes dans une région riche, ce sera plus difficile de se faire une place. Mais si vous êtes dans une région pauvre, ce sera plus simple. Il y a plein d'associations de bénévoles qui n'attendent que vous pour vous accueillir. Oui, effectivement, il y a des régions riches et des régions pauvres. Les citoyens ne sont pas tous égaux dans la République. Si maintenant la France perd sa souveraineté dans le cas d'une future Europe fédérale, comme ça pourrait nous pendre au nez, alors ce sera encore pire. Courage, les gens, comme dit un député que vous connaissez sans doute. Il est facile à reconnaître, il ne porte pas de cravate. C'est la régionalisation des pouvoirs qui se fait à travers des projets comme le crowdfunding, les créations de monnaie locale dont nous avons parlé, les marchés locaux, les associations locales qui viennent en aide aux plus démunis. Les logiciels libres vont envahir peu à peu le marché numérique, créant ainsi des mini-monopoles de sociétés privées qui auront la main mise sur des marchés parallèles, dérégulant ainsi l'économie. Si les grands groupes informatiques numériques comme Google, Facebook, Twitter ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent être néanmoins contrôlés puisqu'ils s'adressent à une majorité de la population. Les services offerts sont globaux. Si les développeurs privés spécialistes prennent des pouvoirs locaux en créant des communautés, les non-initiés en informatique devront payer pour ne pas être placés en dehors de ces communautés choisies par une minorité de gens qui ont les moyens de payer, mais qui seront quand même à leur merci. Prenons un exemple simple. Bientôt en France, chaque contribuable sera obligé de faire sa déclaration d'impôt sur Internet. Si vous savez vous débrouiller sur Internet, alors pas de souci. Mais pensez à ceux qui, d'une part, n'ont pas Internet, et d'autre part à ceux qui ne savent pas se servir d'Internet. Alors si je vous dis maintenant, demain il faut changer l'OS de votre ordinateur, qu'en penserez-vous? Et si en plus c'est payant? Savoir se servir d'une application, cela s'apprend facilement chez soi en quelques heures. Savoir développer un OS, cela s'en prend à l'université pendant quelques années. Regardez sur votre mobile, il y a des applications gratuites et d'autres payantes. Êtes-vous sûr de vouloir payer celles pour déclarer vos impôts? Chacun crée son petit système d'émerde qui enthousiasme l'État, heureux qu'on prenne ses responsabilités. Il faudra donc s'attendre à ce qu'un jour la France se désagrège en petites communautés qui vont s'isoler et créer ainsi des injustices sociales que l'État sera impuissant à redresser. Verbe employé par nombre de ceux qui pensent que les Français ont besoin d'être encore plus punis qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il faut absolument éviter cela et créer ce marché de biens et de services vitaux que je propose, sur lequel la monnaie sera l'ADN. Argent dématérialisé et numérique. Monnaie virtuelle mais nationale, où tous les Français seront égaux devant le RVA, le revenu vital actif, dans ce nouveau règne que j'appelle le règne de la récompense individuelle. Pour rendre la devise égalité à la France, il faut cesser de décentraliser les pouvoirs de l'État et stopper cette frénésie libertaire. Les logiciels libres sont excellents pour le développement et les recherches scientifiques, mais ne doivent pas être le support de sociétés communautaires mercantiles qui abuseront de leur pouvoir technologique pour avoir la main mise sur les denrées vitales que nous consommerons. L'État est la garantie des droits de l'homme. Si l'État n'existe plus, alors il n'est plus nécessaire de voter pour un président de la République. Les systèmes de protection sociale doivent être nationaux, pas locaux. Chacun est libre d'avoir le système d'exploitation qu'il souhaite sur son ordinateur, mais il faut que ce système d'exploitation soit compatible avec les applications informatiques nationales de l'État. La technologie numérique doit être au service de l'intérêt particulier du citoyen, pas au service de l'intérêt particulier d'une communauté.
L'application doit être gratuite pour tous. Les services publics doivent rester nationaux. Tout le monde doit pouvoir profiter de la technologie numérique, pas seulement des spécialistes du domaine ou des sociétés privées. Épilogue. La vie n'est pas monnayable. Milliardaires, millionnaires, investissez dans la valeur humaine. Mesdames et messieurs que je cite, d'après un classement annuel du magazine American Forbes, la France compterait aujourd'hui 24 milliardaires. À tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'humanité et qui ont le pouvoir de l'argent. Liliane Bettencourt et sa famille, L'Oréal. Bernard Arnault et sa famille, LVMH. François Pinault et sa famille, PPR. Serge Dassault et sa famille, Aviation. Alain et Gérard Wertheimer, Chanel. Xavier Niel, Free. Jean-Claude Decaux et sa famille, Jean-Claude Decaux. Emmanuel Bernier, Lactalis. Pierre Belon et sa famille, Sodexo. Vincent Bolloré, Groupe Bolloré. Alain Mérieux et sa famille, Biomérieux. Martin et Olivier Bouygues, Bouygues. Philippe Foriel d'Estésay, Adéco. Christian et Olivier Courtin, Clarins. Marie Beignet Bovalo, Lactalis. Jean-Michel Beignet, Lactalis. Elisabeth Badinter, Publicis. Marc Ladrette, de la Charrière, Fimalac. Hubert Dornano, Cosmétique. Claude Dauphin, Trafigura. Monique Louis Dreyfus, Groupe Louis Dreyfus. Marie-Jeanne Meyer, Groupe Louis Dreyfus. Alain Taravella, Altarea Gogedim. Et les autres millionnaires. Et les autres qui ont beaucoup d'argent. Et ceux qui en ont pas mal. Et on va s'arrêter là parce que ce serait trop long de citer tout le monde. Est-il raisonnable de faire travailler l'être humain dans la douleur? Ce serait beaucoup plus rentable pour vous sûrement de créer le bonheur au travail. Réfléchissez, vous n'êtes pas nombreux et parmi vous certains ont déjà compris que c'est le bonheur au travail qui favorise la performance, l'innovation et donc la compétitivité. Alors, comme vous êtes intelligent, vous devez savoir que vous deviendriez encore plus riche si vous employiez les gens motivés et heureux de venir travailler pour vous et l'humanité. Ce que je vous propose donc, c'est d'investir dans la valeur humaine, c'est-à-dire l'ADN, l'argent dématérialisé numérique. Vous n'êtes pas sans savoir que la démographie augmente chaque seconde, que la planète s'assèche, qu'il y a de plus en plus de pauvres et qu'il y a de plus en plus de gens à nourrir. S'il devait y avoir une catastrophe naturelle humanitaire, à cause de l'imbécilité, l'égoïsme et la cupidité de l'être humain, les pauvres seraient les premiers touchés, mais le tour des riches viendrait très rapidement. Après, parce que l'argent ne se mange pas, ne se boit pas, et en plus ce que vous possédez à la banque ne vaut que ce que l'être humain veut bien lui accorder de valeur. Quand cela arrivera, et ce jour-là d'après moi est très proche, dans les prochaines décennies au plus tard, si l'humanité continue à faire l'autruche, nous ne pourrons plus revenir en arrière, il sera trop tard. Bientôt l'or ne sera plus une valeur refuge, sauf si vous construisez des abris anti-émeutes ou anti-atomiques en or et encore. Vous aurez beau financer la construction du mur de Trump ou celui de l'Atlantique ou des Ardennes, l'histoire se répète. Quand vous n'aurez plus rien, la guerre et le terrorisme feront de la France et du monde entier le nouveau décor du dernier Mad Max, et ce ne sera pas la réalité virtuelle, mais de la réalité augmentée du sang de l'être humain. Alors, aujourd'hui, que nous vivons dans le règne de la punition collective,
l'être humain commence à faire ce qui lui plaît sans aucun respect des autres et sans peur des représailles parce qu'il sait que la justice est lente et ne suit pas. Dans les esprits, j'entends cette phrase en permanence répétée quotidiennement. Après moi le déluge. Je vois près de chez moi des dépôts d'ordures, là même où il y a un panneau qui indique que c'est interdit. Je vois des chiens sur les plages alors même que le panneau d'interdiction est à 10 mètres et en plein été. Je vois les voitures stationnées sur les trottoirs alors qu'il n'est pas interdit de stationner sur la chaussée. À certains endroits, on ne peut même plus passer avec une poussette d'enfant. La plupart des conducteurs ne mettent pas leur clignotant pour changer de direction. Les trottoirs sont décorés par des étrons de chiens. Le top du top, certains maîtres ramassent et accrochent les sacs pleins sur les grillages des clôtures des maisons délicatement, comme pour montrer qu'ils sont respectueux de l'environnement. La clôture du voisin finit par ressembler alors à un Kundelich revisité par un tagger de la réalité augmentée. Et je ne vous parle pas de ceux qui cachent les sacs dans des recoins pour qu'on ne les voit pas. LMAO. Alors croyez-vous qu'ils ne peuvent pas aller plus loin? Moi je crois qu'il faut donner à tous les moyens de vivre, mais sans argent, parce que c'est l'argent qui est la source de tous les problèmes. Dans les trains, les voyageurs, même bien habillés, mettent les pieds sur les banquettes. Les fumeurs jettent leurs mégots de cigarettes par terre sans vergogne. Les règles les plus élémentaires du savoir-vivre ne sont pas respectées. C'est très grave parce que cela signifie que plus personne ne se prépare au déluge. Et ceux qui ont encore un espoir et qui font tout pour éviter la catastrophe sont punis à cause de cet état d'esprit qui d'ailleurs s'est installé depuis mai 68 en France. Tout ça à cause de Danny le Rouge qui a imposé son esprit révolutionnaire anarchique à 4 générations de teen wolf qui ne savent plus où ils en sont. Vous avez le pouvoir de l'argent, mais vous ne pourrez plus très longtemps en profiter à cause de cette dérive inconsciente de l'humain vers la bête. Comme il ne sait plus lire, c'est la décadence. Il croit tout ce qu'on lui dit et se livre à la hash connection, terme que j'ai inventé qui est la concaténation de hash, le nom de celui dont l'expérience est connue et que vous connaissez, j'en suis sûr, et de connection qui est par essence le mot de la connaissance. En 2017, la hash connection a fait des ravages pendant les dernières élections présidentielles parmi ceux qui ne savent pas prendre la bonne décision parce qu'ils suivent le plus grand nombre avant de se poser la question « mais pourquoi fais-je cela ?» Bref, il faut réformer l'école et apprendre aux enfants le sens des mots, pas seulement s'arrêter au stade de l'alphabétisation. Dans alphabétisation, il y a alpha, la première lettre de l'alphabet grec, bêtise, qui est relatif au petit garnement, et action, qui est le prolongement de la bêtise, qui aurait pu être une action sensée si l'ignorance n'était pas l'apanage des cancres qui n'ont pas reçu l'éducation à laquelle ils avaient droit. Mais au global, nous les lettrés, nous ne retiendrons que la méthode, qui n'est pas celle que nous devrions employer pour enseigner l'apprentissage de la lecture. Les couleurs de ce tableau sont sombres, mais le tableau n'est pas encore tout noir. Ceci dit, ce n'est pas non plus un monochrome de chez Whiteman. Il est encore temps de le remasteriser, comme dit Patricia, le personnage virtuel de mes écrits. Bien entendu, ce n'est rien, me direz-vous, par rapport à la pollution dans le monde, par rapport à la misère dans le monde. Vous allez dire aussi que je ne vois que mon petit confort personnel. Eh bien moi je vous dis non, l'effet papillon est très grave. Un petit morceau de plastique jeté par terre, c'est un oiseau ou un poisson qui risque de mourir. Une personne âgée ou un enfant qui glisse sur une merde de chien peut se tuer. Un tesson de bouteille peut mettre le feu dans une forêt et tuer les pompiers venus pour nous sauver. Des skieurs hors piste pris dans une avalanche peuvent entraîner la mort de ceux qui essaieront de les sauver.
Ce conducteur qui ne met pas son clignotant peut tuer celle ou celui qui n'était pas prévenu de son changement de direction et qui pensait qu'il ne risquait rien. À chaque fois qu'un être humain ne respecte pas la règle, il met en danger les autres. À chaque fois, les autres essaient de se protéger en durcissant les règles et en promettant des amendes pour tous. C'est cela le règne de la punition collective. Bien entendu, on ne peut pas tout éviter, et un accident, comme son nom l'indique, par définition est un accident. Mais d'un point de vue légal, beaucoup d'accidents sont des homicides par imprudence. Il faut motiver l'être humain pour qu'il devienne responsable de ses actes, et cette motivation, c'est l'argent. C'est difficile à admettre, mais je crois que c'est la seule solution pour que ça change. Si vous récompensez un être humain pour sa convergence, alors les autres seront aussi convergents. Mais si vous donnez de l'or à certains, alors les autres tueront pour en avoir aussi. Et si vous donnez de l'or à tout le monde, alors quel sera l'intérêt de travailler ou de respecter la nature et ses habitants? Il faut toujours punir, oui, mais pas tout le monde. Il faut maintenant récompenser ceux qui agissent pour protéger l'humanité à tous les niveaux de convergence. Je vous propose donc de créer vous-même le règne de la récompense individuelle, afin que vous puissiez offrir ce bonheur à l'être humain et à l'humanité. Le patrimoine de l'humanité, c'est vous qui le possédez. Seulement vous êtes peu nombreux et ceux qui travaillent pour vous n'en peuvent plus. Nous savons que sans argent, il n'y a pas d'investissement, donc pas de création d'entreprise, donc pas d'emploi. Mais vous savez aussi que si les consommateurs n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas consommer. Donc ce qui est produit n'est pas vendu, ou gâché, ou perdu. Ce qui signifie que l'argent ne rentre pas. Donc il ne peut y avoir d'investissement, ce qui ne crée pas de richesse et crée du chômage. Aussi serait-il idiot de vous proposer un système dans lequel l'être humain pourrait consommer des denrées vitales sur un nouveau marché de l'économie, mais sans argent, ou tout du moins avec de l'ADN. Ce système ADN de Patricia, vous pourriez aider à le créer en prêtant une partie de votre patrimoine en or, en fait celui de l'humanité, à l'être humain, afin qu'il se transforme en ADN, pour que tout le monde puisse consommer, afin de créer des emplois et de la richesse que vous récupéreriez grâce à votre investissement. En fait, je vous demande de changer de comportement économique en inversant le principe bancaire où l'intérêt du prêt serait partagé entre vous et l'être humain et non plus entre vous et les banques, en remplaçant l'expression « la bourse ou la vie » par « la bourse de la vie ». C'est le principe de mon système ADN que je vous propose de mettre au monde. Le principe de base de ce système, vous l'avez compris, c'est de consommer propre et sans gâcher, de protéger les ressources de la planète et récompenser ainsi ceux qui appliquent ce que j'appelle les règles de convergence entre l'être humain et l'humanité. Du règne de la punition collective, nous passons au règne de la récompense individuelle. Tu ne respectes pas la règle de convergence? Alors c'est toi qui payes, mais pas l'humanité. Tu respectes la règle de convergence? Alors tu es récompensé. Je pense qu'il est temps de réfléchir à ça. Bill Gates a confirmé dernièrement à Benoît Hamon, par exemple, que c'est une bonne idée de taxer les robots. Pourquoi pas? Mais il a aussi donné une partie de sa fortune et cela ne lui rapporte rien. Et même si ce que je vous propose, ce n'est pas que vous donniez votre argent sans rien vous donner en retour, ce que je propose, c'est que vous prêtiez votre argent pour sauver la planète, pour vous enrichir et enrichir l'être humain, convergent, et par conséquent l'humanité. Xavier Niel a créé une université gratuite pour les étudiants. Pareil, cela ne lui rapporte rien, si ce n'est un investissement dans la tête pensante. Mais la tête a besoin d'oxygène pour alimenter le cerveau. Et que feront alors ces têtes pensantes si ceux qui n'ont pas d'autre moyen que de travailler pour vivre ne peuvent pas le faire, soit parce qu'il n'y a pas de travail, ou parce qu'ils sont trop faibles,
ou pas assez instruits pour faire le travail qu'on leur demandera de faire. Et que feront ces gens s'ils ne peuvent plus respirer? Et sans argent, ils ne s'en sortiront pas. Avec l'ADN, ils seront libérés du souci du lendemain et pourront se consacrer entièrement aux tâches que leur demanderont les têtes pensantes et qu'ils exécuteront dans le bonheur pour eux-mêmes, mais aussi pour l'humanité. S'il vous plaît, ne pensez plus punition, mais pensez récompense. C'est un changement radical de société. L'argent doit devenir la récompense du mérite d'être convergent avec l'humanité. Dans le règne de la récompense individuelle, celui qui n'en a pas, ou très peu, ou un peu même, ne défiera plus forcément la loi, puisqu'au moins il pourra manger, s'habiller, se loger, se soigner, se déplacer et communiquer gratuitement. Maintenant, s'il en veut plus, il cherchera du travail pour s'enrichir et vous enrichir par ricochet. Alors, la bourse ou la vie? Réfléchissez. Mesdames, messieurs, sortez-nous de ce tunnel interminable dans lequel le siècle des Lumières s'éteint peu à peu. Nous roulons dans ce tunnel de la punition collective à une vitesse si lente qu'elle le rend encore plus dangereux parce que plus long. Souhaitons qu'un jour le règne de la récompense individuelle nous sorte de ce tunnel pour qu'enfin nous voyions la lumière du XXIe siècle faire son apparition. L'ADN de Patricia sauvera l'humanité si l'être humain le veut. Fin de l'épisode 9.